Je pense que les addictologues doivent réfléchir à des circuits courts, des circuits addictologiques courts, c'est-à-dire comment on fait pour choper un patient qui passe aux urgences avec un problème d'addiction, comment on fait pour le capter. Et ça, c'est quelque chose qui doit être discuté au sein de la communauté addictologique. Ouais. Et puis, effectivement, plus spécifiquement sur ces patients qui ont des troubles cognitifs, oui, c'est aux addictologues, je pense, de se saisir de ce problème-là, qui ne sera de toute façon pas pris en charge par d'autres spécialités qui pourraient éventuellement s'en charger, mais qui ont d'autres choses à faire. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Les urgences addictologiques de l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal, ouvertes depuis 2019, répondent à un défi de grande envergure. Faire face à l'explosion des crises liées aux addictions complexes, overdose, polyconsommation, épisodes psychotiques, troubles psychiatriques, ici, des vies se jouent dans l'urgence. Ce service, encore rare en France, s'efforce de combler un vide dans la prise en charge hospitalière des patients les plus marginalisés, là où l'addiction rencontre la détresse sociale. Mais ce quotidien est chargé d'épreuves, entre le manque de structures adaptées, les troubles neurocognitifs sévères et la gestion de substances émergentes telles que le GHB ou son substitut industriel, le GBL, les équipes font face à des situations complexes. Le docteur Franck Kestel, médecin référent, incarne cette lutte quotidienne. Avec son équipe pluridisciplinaire, il mêle intervention d'urgence et accompagnement à long terme en partenariat avec des initiatives comme Résalcog, qu'il préside, un réseau dédié aux troubles cognitifs liés à l'alcool, tels que le syndrome de Korsakoff, ou les crises de délirium très minces, marquées par des hallucinations et une confusion aiguë. Dans cette réalité où chaque patient est un défi, notre invité nous livre une médecine de terrain, exigeante et résolument humaine, où l'urgence au présent côtoie la nécessité de bâtir un avenir. Est-ce que ça vous va, cette introduction, docteur ? Bien. Le seul précision que je voulais apporter, c'est que moi, je ne travaille pas au sein des urgences, mais on a mis en place, en partenariat avec les urgences de Lariboisière, en effet, une filière d'accueil des patients addicts arrivant aux urgences pour pouvoir les hospitaliser, pour ceux en tout cas qui le souhaitent, dans un délai extrêmement court. Ce qui est une innovation parce que pour se faire hospitaliser, pour entrer en cure, en général, c'est un peu la croix et la bannière. Absolument. Donc l'idée étant qu'il y a des urgences addictologiques, que le passage aux urgences dans la trajectoire d'un patient addict est probablement un moment extrêmement important où on peut capter le patient et le faire rentrer vers le soin addictologique spécialisé. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui n'est pas forcément encore tout à fait admis dans la communauté addictologique, dans l'univers addictologique, où il est souvent question de demandes réitérées, de la nécessité d'attendre la demande du patient, d'un délai de réflexion, d'une motivation qui doit être démontrée. Et ça laisse sur le côté de la route bon nombre de patients, et en particulier les plus sévères, ceux qui ont besoin d'une prise en charge extrêmement rapide parce que très abîmés par les produits et en particulier très abîmés sur le plan médical. Ils arrivent aux urgences, en fait, par le biais de proches ou parce qu'ils sont les pompiers, tout simplement ou ils arrivent aux urgences dans des situations de crise, on va dire, extrêmement variées. Alors, ça peut être des situations de crise addictologique où la consommation du produit a été à l'origine de comportements inadaptés sur la voie publique, a été à l'origine d'actes de violence, a été à l'origine d'overdose, de troubles de la conscience, de troubles de la vigilance. Et puis, ça peut être aussi des crises, des complications aiguës liées à la consommation de produits, donc des complications médicales. Je pense plus particulièrement à ces complications. Oui, parce que vous êtes médecin, vous. Alors, moi, je suis médecin somaticien, c'est-à-dire médecin du corps, je ne suis pas psychiatre. Et c'est aussi un peu le message que je souhaite faire passer ici, c'est-à-dire que la prise en charge des patients qui ont des addictions nécessite bien sûr une prise en charge psychiatrique, psychologique bien souvent, mais il ne faut pas négliger
la prise en charge du corps. Et il est vrai que les addictologues sont pour beaucoup des médecins qui ont une formation de psychiatrie et qu'on manque un peu, on manque cruellement même d'addictologues somaticiens. Parce que vous êtes addictologue. Alors, je suis médecin addictologue, j'ai effectivement une compétence en addictologie qui est reconnue, mais ma formation initiale, moi, c'est l'hématologie. Vous voyez, donc on est assez loin de l'addictologie. Vous êtes venu par là, par le biais du sida, voilà, justement. Absolument. Donc ça a été ma porte d'entrée, c'est-à-dire que je me destinais à l'hématologie. Et on a vu arriver dans les services d'hématologie, dans les années 80, des patients qu'on ne voyait pas à l'hôpital, qui étaient plutôt indésirables d'ailleurs dans les services hospitaliers, qui étaient donc les injecteurs de drogue, malades du sida, mais très malades. Très malade. À un moment, on n'avait aucun traitement. Pas de traitement efficace sur le VIH, pas de traitement efficace pas de traitement de substitution, puisque c'était quand même plutôt la problématique de l'héroïne qui dominait à cette époque-là. Et l'arrivée de ces patients nouveaux dans les services de soins hospitaliers, universitaires, a remis en question beaucoup de choses, parce qu'on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas de connaissances, ils n'étaient pas demandeurs de soins. Et donc, la première difficulté qu'on a eue, c'est de les maintenir dans les lits pour pouvoir soigner des maladies graves, contagieuses, qui nécessitaient des soins médicaux somatiques urgents. Je pense à la tuberculose, je pense à des maladies hématologiques qu'on ne voit plus aujourd'hui. Alors, oui, ça, c'est pas viral. Ouais, en tout cas, en hématologie, c'était d'autres pathologies comme des lymphomes, des aplasies médulaires, enfin des pathologies hématologiques lourdes. Conséquences de consommation. Conséquences du sida. Du sida, donc de la conso du sida. Voilà. Et donc c'était des héroïnomanes atteints du sida à un stade très évolué de la maladie, à un moment où, une époque où on avait zéro traitement, et qu'il fallait bien soigner. Et la première difficulté qu'on a eue dans ces services de soins hématologiques, c'était comment on fait pour les garder. Parce qu'ils n'étaient pas désireux de soins. D'une part, et puis ils étaient en manque, et puis ils prenaient de l'héroïne dans le service. Et donc ça a mis un espèce de désordre inhabituel dans ces services-là où tout était très protocolisé, tout était très aseptisé, c'est le cas de le dire, puisque les patients étaient souvent en chambre stérile. Et donc, moi, ça m'a interpellé et on a commencé dans ces situations d'urgence médicale à faire de la substitution sauvage, à donner à ces patients de la morphine pour calmer le manque. Et c'est un peu comme ça, en fait, que les traitements de substitution, en tout cas l'arrivée sur le marché des traitements de substitution s'est accélérée et ça aboutit assez rapidement à la mise sur le marché de la méthadone, de la buprenorphine. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai côtoyé, que j'ai rencontré, j'étais un jeune interne à l'époque, les toxicomanes de l'époque. On n'appelle plus des toxicomanes aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, d'opportunité professionnelle en opportunité professionnelle, je me suis retrouvé petit à petit à basculer progressivement vers vers les soins somatiques, donc les soins médicaux, à l'endroit de patients qui avaient des consommations abusives ou qui étaient dépendants des produits. Alors, en premier lieu, l'héroïne à l'époque, et puis petit à petit, l'alcool. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'une unité d'hospitalisation de médecine interne, avec qui accueille pour 80 à 99% des lits des patients qui ont des problèmes d'addiction. À l'alcool, surtout. Alors, beaucoup l'alcool, parce que c'est quand même l'alcool qui qui est le plus pourvoyeur d'hospitalisation. C'est quand même les patients alcoodépendants qui sont les plus altérés sur le plan médical. Ouais. On hospitalise assez peu pour des sevrages de tabac, faut le reconnaître. En urgence. Voilà. Donc, et puis avec des situations d'urgence de crise, qui nécessitent des circuits courts. C'est-à-dire qu'un patient alcoolodépendant qui arrive aux urgences avec une hépatite alcoolique aiguë ou une pancréatite aiguë, il faut le prendre tout de suite. Et si possible, dans un environnement qui est déjà sensibilisé
aux addictions. C'est-à-dire que c'est bien de le mettre dans un service des pathologies, ils connaissent très bien l'hépatite alcoolique, mais ce n'est pas forcément l'endroit où on va lui parler d'alcool. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, ce qui peut paraître assez fou, c'est que les services de spécialité, d'organes, s'occupent de l'organe malade, mais le lien avec l'addictologie, avec le soin addictologique, le relais vers le soin addictologique n'est pas systématique, alors pour des tas de raisons, hein, des raisons de moyens, des raisons de filières de soins identifiées. Voilà. Donc c'est ça en fait qu'on a mis en place sur l'hôpital Fernand Vidal, c'est d'organiser une filière d'aval d'urgence avec les urgences de Lariboisière. Donc avec une consultation de post-urgence pour les patients qui ne nécessitent pas d'hospitalisation immédiate et des lits d'aval d'urgence addictologique. Et vous êtes les seuls ? Alors, on est les seuls. En tout cas, ayant cette dimension-là, oui. Mm-hmm. Oui. Ce qui est assez faux, c'est que moi, j'ai commencé mon parcours de soins, de rétablissement à Fernand Vidal. Ouais. Et donc, j'étais suivie en addicto par une psychiatre qu'on a reçue ici, par une psychologue, pardon, qu'on a suivie ici, qui s'appelle Christelle Piani, qui est venue dans ce podcast, que vous connaissez, puisqu'elle vous connaît. Ça a été ma psychologue pendant 1 an. Et puis, un jour, justement, sans raison addictologique. En fait, je suis arrivée un petit peu comme ça, au débeauté, hein, comme on dit. J'avais plutôt envie de mourir plus que de me droguer. Ouais. Et donc, c'est elle que j'ai eu envie de voir. Et donc, finalement, moi, j'ai eu aussi droit à ce truc d'urgence. En tout cas, on m'a hospitalisée. Enfin, on m'a envoyée quelque part. Ouais. Ah ouais, d'accord. À Henriet, d'ailleurs. Ce n'était pas forcément le meilleur endroit. Alors, oui. En tout cas, l'idée, c'est que... un patient qui arrive aux urgences avec une problématique addictologique, une demande de soins addictologiques ou des complications en lien avec son addiction, mérite, en tout cas, ce passage-là, ne faut pas le rater. C'est-à-dire que ça peut être dans le parcours de soins, dans la trajectoire du patient, le moment pour le capter et le faire rentrer dans le soin chez des patients qui, par ailleurs, ne sont pas forcément très, très convaincus de la nécessité qu'ils ont de se soigner. Hyper important, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez, voilà, à ce moment-là, sauver peut-être... En tout cas, on les fait rentrer dans le soin en utilisant un levier qui est celui du passage aux urgences. Et la demande initiale n'est pas forcément « je veux m'arrêter ». Hein, ça peut être, ça va trop mal, ça va mal, je suis là. Et donc, on commence à parler d'addiction à ce moment-là, tout en prenant en charge la raison pour laquelle le patient est arrivé aux urgences, qui peut être un problème médical d'ordre extrêmement différent. À parler d'addiction avec des gens qui forcément n'ont peut-être jamais parlé avec personne. Et ça m'amène à ma première question que j'ai oublié de poser, qui est importante, qui est de savoir un petit peu votre définition de l'addiction. Ah oui, alors c'est la tradition un petit peu de l'émission. Donc, il y a plein de définitions de l'addiction, hein, bien sûr. Bah donc, oui, c'est la vôtre que je veux. Oui, alors il y a des définitions très littéraires, très philosophiques, très psychanalytiques. Donc moi, la vôtre est médicale. Voilà, moi j'ai une définition qui est une définition plutôt qui est médicale. Et je veux simplement retenir des notions, moi, qui m'ont aidé dans ma compréhension des patients et notions qui m'ont aidé dans la prise en charge des patients. C'est dans l'exercice de mon métier. Et donc, les points importants, alors évidemment, on parle toujours de perte de contrôle. Ça, je pense que c'est un élément quand même très central de l'addiction, la perte de contrôle. C'est-à-dire, je sais que je me fais du mal, mais je continue et je ne suis pas en capacité de limiter mes consommations. Ça, c'est un élément fondamental. Et puis aussi la notion de chronicité. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire le fait de comprendre que l'addiction, c'est une maladie chronique. Oui. Et que ce n'est pas une maladie non plus psychiatrique, c'est-à-dire que c'est une maladie neurobiologique. Voilà. Donc les mots-clés, c'est maladie neurobiologique, chronique. Chronique, ça veut dire alors, chronique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vivre avec toute sa vie. C'est-à-dire que c'est difficile de parler de guérison quand on parle de maladie chronique. C'est bien, déjà on comprend mieux, parce que c'est vrai que quand on dit chronique, on a l'impression que ça veut dire il y a des cycles, ça va revenir, c'est par cycle. Mais en fait, non, déjà de dire qu'il faut vivre avec toute sa vie. C'est une vulnérabilité qu'on va avoir
probablement toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement une rechute, ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement des moments de reconsommation. Ça veut simplement dire que la vulnérabilité au produit, elle persiste. Ouais. Elle persiste sur la durée. Et donc, il faut les stratégies qui sont mises en place, les traitements qui sont mis en place, il faut y avoir accès tout le temps. Il faut pouvoir y avoir accès tout le temps. Alors après, il y a évidemment la fréquence des consultations, elle va augmenter avec le temps. La prise de médicaments va s'atténuer aussi sur la durée. Mais il y aura toujours cette vigilance et toujours cette possibilité de retomber dedans, quoi. Okay. Alors, moi, je préfère parler de rémission que de guérison, même si faut expliquer aux gens, évidemment, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ne pas guérir... quand on leur dit, mais bon, la guérison, elle est compromise dans une maladie chronique, ça fait peur un peu. Il y a des miraculés. Hein. Moi, j'ai vu des gens mais arrêter de boire, des alcooliques, et puis ne plus jamais y penser. Oui, mais c'est très rarissime. Oui, mais ils ne sont pas pour autant guéris dans le sens où leur vulnérabilité... S'ils reprennent un verre. C'est possible, c'est ça, c'est possible. Il y a même ces miraculés-là qui m'énervent beaucoup, ceux qui peuvent prendre un verre. Il y en a aussi. Cela m'énerve énormément. Il y en a aussi. Mais enfin, l'idée, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde, quoi. Jamais baisser la garde. Et puis, c'est très... je trouve que ça m'a beaucoup détendu, en fait, d'aborder les choses comme ça. Oui. Parce que moi, quand j'ai commencé à fréquenter les services où on accueillait ces patients-là, alors on parlait d'alcoolologie à l'époque, la dictologie n'existait pas. Je ne comprenais pas pourquoi ce qu'on faisait, en fait, puisque je voyais des patients venir tous les 6 mois, en être à leur 15e cure. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, quel était le sens de tout ça. Et la question naïve que j'ai posée à mon chef de service de l'époque, c'est mais combien s'en sortent ? Et il m'a expliqué que ce n'était pas comme ça qu'il fallait aborder le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est d'accompagner le plus vers une qualité de vie. Et ce n'est pas du one-shot, quoi. C'est pas, il y a un début et une fin. Non, c'est un long cheminement. Et toutes les périodes sans produit sont des périodes sont bénéfiques. Et donc, il faut... on ne repart pas à zéro. On ne repart pas à zéro, voilà. On repart pas à zéro. Qu'est-ce qui vous a touché, en fait, vous, médecin, hématologue, c'est ça ? Au départ. Oui, mais je veux dire, quand d'un coup, vous posez ma vocation. Mais vous vous posez cette question de dire, alors, on n'en guérit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans les dépendants qui étaient de l'ordre, justement... moins médical, en fait, plus humain? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Après, évidemment, il y a la dimension psychologique, la dimension Est-ce que ça faisait écho sociale. À quelque chose chez vous ou pas du tout? Alors, au début, non. Hein, c'est-à-dire que c'est petit à petit, en apprenant à connaître les patients, en ayant les connaissances des parcours de vie, j'ai trouvé que c'était des personnages, des personnalités souvent extrêmement riches, extrêmement intéressantes. C'est une discipline très transversale en réalité, c'est-à-dire que ce qui est intéressant pour un soignant, c'est que tous les champs de la santé sont affectés, c'est-à-dire le corps, l'esprit, le social, le lien, la relation humaine, la singularité de la relation médecin-patient, parce que évidemment que la réussite d'une prise en charge dépend énormément du soignant et de l'investissement qu'il y met. Donc il y a une richesse en termes de relations médecin-patient qui est indiscutable. Il y a aussi cette notion d'accompagnant, c'est-à-dire qu'on sort un peu du côté de la transmission verticale du médecin qui sait et du patient qui ne sait pas. Et la dictologie... c'est tellement récent aussi qu'on apprend avec les patients. Et puis, cette notion de patient expert, cette notion d'éducation thérapeutique. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est la dictologie qui est la discipline qui a mis toutes ces nouvelles pratiques au premier plan. C'est-à-dire que l'idée que le patient est au centre de la prise en charge, c'est lui qui finalement sait. Tout en s'inspirant quand même des alcooliques anonymes, parce qu'on a compris que la pérédance, c'était ça, les alcooliques anonymes, qu'il n'y avait pas mieux que quelqu'un qui connaissait le sujet pour aider une autre personne.
pour revenir sur ce que vous disiez sur l'aspect social, quand on entend le mot urgence, on a toujours vraiment, moi qui ai déjà connu les urgences en pleine nuit, pour X raisons, que ce soit avec un enfant ou avec un problème justement à cause de l'alcool, on n'est pas pris en charge tout de suite, c'est un peu la cour des miracles. Alors pourquoi c'est comme ça en général les urgences? Pourquoi on peut arriver à minuit et passer le lendemain à minuit? Pourquoi on a compris qu'il n'y avait pas assez de personnel. Mais est-ce qu'en plus, on vous envoie des gens, par exemple les urgences d'autres hôpitaux, reçoivent des gens et disent eux, c'est pour la Riboisière? Oui, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Donc en fait, on a mis ça en place parce il y a un historique où il y avait une culture de l'intoxication. C'est-à-dire qu'il y avait une réanimation toxicologique, il y avait des urgences toxicologiques, il y avait le centre antipoison. Donc, il ne faut quand même pas oublier que tous ces produits-là, c'est aussi des toxiques. Ouais. Et que quand on parle de patients ivres, on peut aussi parler d'intoxication alcoolique aiguë. Et donc, cette culture de l'urgence toxicologique, c'est quelque chose d'historique à Fernand-Vidal. C'était la seule réanimation toxicologique en France. Okay. Et ça, c'est les années 70. D'accord. Donc, c'est ce qui nous a permis de mettre en place cette filière assez facilement. C'est très difficile d'organiser des filières identiques à partir de rien. Parce qu'il faut déjà des professionnels qui soient en capacité de répondre à la demande. Donc, c'est une vision un peu théorique des choses. Qui fait petit à petit son chemin, mais qui mettra un certain temps à s'organiser un peu partout. En tout cas, ce que je pense... Jamais très bien son nom, les urgences, c'est ça le problème. Moi, ce qu'on prône un peu comme idée, il faut que les services d'addictologie soient en capacité d'accueillir des patients en urgence. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une réactivité des services d'addictologie. Pourquoi, d'après vous, pour l'instant Pourquoi c'est pas possible? Pour des raisons économiques, évidemment de moyens et de priorité. Parce que les urgences générales aujourd'hui sont en très grande difficulté pour absorber aussi ces urgences-là, qui sont à la fois extrêmement fréquentes, mais qui mériteraient des filières identifiées. C'est-à-dire qu'une fois que le patient arrive aux urgences, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que s'il n'y a pas derrière des lits, une consultation rapide, des lits pour les accueillir rapidement, finalement, la prise en charge en urgence, elle capote très vite. Il y a des séries assez bonnes sur ça, Urgence et compagnie, mais là, une série française, Hippocrate, moi, carrément, j'ai arrêté de la regarder tellement c'est violent de voir qu'ils sont dans l'incapacité parfois de sauver des vies et de faire les bons diagnostics. Enfin, j'imagine qu'énormément de bavures, d'erreurs ou malheureusement de manque de temps font qu'il y a des complications qui n'auraient pas dû avoir lieu. Absolument, absolument. Et donc, l'urgence addictologique, là-dedans, en tout cas, le patient addict, là-dedans, comme la demande de soins n'est pas toujours explicite, qu'il y a aussi cette idée que prendre des patients addicts en urgence, ça ne marche pas, c'est voué à l'échec. C'est fou, ça. On a démontré le contraire. Moi, j'ai un paquet de gens que j'aimerais envoyer en urgence. Je ne sais pas quoi leur dire quand on me demande de l'aide. Je vois que la personne est dans la détresse la plus totale et elle est en surconsommation, qui va l'amener sûrement à un coma éthylique ou une overdose ou quelque chose, en tout cas, ou un suicide, parce que ça, on l'a vu aussi beaucoup. Oui. C'est compliqué. Donc après, il faut faire fonctionner des réseaux, il faut, Donc là, si on fait la pub pour votre service, en fait, il peut être saturé en 2 secondes, si les gens savent. Oui, on n'a pas besoin de pub. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de pub. Non, mais en fait... Mais si les gens l'entendent. L'idée, là, c'est plus une réflexion qui est lancée pour vis-à-vis des autorités de santé, de l'organisation du soin. Il faudrait qu'il y ait un espèce un centre référent peut-être régional pour pouvoir répondre à cette demande. Et en tout cas, autant que faire se peut, saisir ce moment-là. C'est-à-dire qu'un passage aux urgences, ça doit être un temps où, au moins, il y a une rencontre avec un addictologue, où on parle
un peu d'addictologie, qu'il y ait une sensibilisation. Ça serait bien. Alors, ça peut être fait par les soignants des urgences bien aussi. sûr. S'ils sont un peu formés aussi. Encore faut-il qu'ils soient effectivement un peu formés, un peu sensibilisés. Et en parlant de formation, là, on voit avec ces nouveaux produits GBL, comme on dit, GHB, GBL, donc beaucoup de produits de chemsex, chemsexeurs qui débarquent donc par les pompiers. On a beaucoup de soirées se finissent avec un appel aux pompiers. Les pompiers ne sont pas formés pour savoir quoi faire. Donc, votre service connaît ces produits-là. Oui, bien sûr. Et donc, on sait quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour ceux qui nous écoutent, quand il y a une surdose de ce produit-là ou qu'il y a eu un mélange avec l'alcool et qu'on sait qu'il y a des espaces, il y a un temps pour injection de ces produits-là. Si on ne le respecte pas, c'est très, très précis. Et c'est là que se passent les G-Halls. Donc, c'est des espèces de comas presque morts. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand ça arrive, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller dans des urgences addictologiques. Donc, non, les urgences addictologiques, encore une fois, c'est un concept qui n'existe pas. Enfin, à part dans certains hôpitaux, en l'occurrence la Riboisière, où il y a une réanimation toxicologique, donc qui est spécialisée. Mais les pompiers doivent être formés, c'est ça que vous... Alors, le problème, c'est que comment faire face à un coma toxique? Oui, les secouristes, les pompiers, les SAMU, ils ont l'habitude de ça, ils savent faire. Donc l'urgence vitale, les professionnels savent faire. Okay. La prise en charge de l'urgence vitale, savent faire. J'avais entendu que non, pour ces produits-là, justement, il y avait des choses à faire qu'on ne savait pas faire. Enfin, en tout cas, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler le SAMU quand chez un patient chez un sujet qui est dans le coma. Et ça, les urgentistes de première ligne savent parfaitement gérer ça. Après, c'est plutôt... qu'est-ce qu'on propose ensuite en termes de prise en charge sur la durée pour éviter la récidive, la rechute, et que ça recommence, quoi. Et vous présidez le réseau Resalcog, donc c'est ça, c'est comme ça qu'on le prononce, et qui justement, c'est une structure qui permet aujourd'hui de soutenir les aidants naturels aussi des patients, c'est-à-dire les proches. Qui sont souvent, eux, épuisés par des années en fait, de soutien. Quelles actions en fait, vous mettez en place avec cette... C'est une association ? Alors, Resalcog, c'est réseau, alcool, cognition. Ouais. Donc c'est très centré sur les troubles cognitifs. Liés à l'alcool. Voilà. Alors, on peut parler de ça, effectivement, mais juste pour terminer sur les urgences, l'importance de cette... potentiellement de ce passage aux urgences, ça repose sur pas mal de données. Et donc, pour finir avec ça, ce qu'on a montré, nous, sur un travail de thèse de médecine, c'est que des patients qui rentrent dans le soin addictologique, donc qui intègrent un service d'addictologie, dans les suites immédiates d'un passage aux urgences, pour une problématique liée de près ou de loin à leur addiction, adhèrent aussi bien aux soins addictologiques, c'est-à-dire au suivi addictologique et aux soins addictologiques qu'on met en place, qu'un patient qui entre dans un service d'addictologie dans le cadre d'une consultation programmée. Voilà. Et donc, ça veut simplement dire qu'on a aujourd'hui la démonstration que prendre un patient des urgences pour le faire rentrer en addictologie directement, quand c'est possible, ça fonctionne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas démontré, mais qui était même très contesté. Donc ça peut devenir un modèle aussi. Voilà. Donc après, l'idée, c'est d'apporter cette connaissance-là au débat. Évidemment, je sais très bien... qu'on n'aura pas demain des urgences addictologiques partout, mais en tout cas, ça doit alimenter une réflexion sur l'organisation des soins en addictologie. Autre chiffre qui me paraît extrêmement important, une étude suisse qui a montré que quand on s'intéresse à des jeunes, donc des ados ou jeunes adultes, qui passent aux urgences pour une ivresse, c'est pas anodin quand même de se retrouver dans un service d'urgence parce qu'on a trop consommé d'alcool. Là, je parle d'alcool. Ces jeunes patients ont été suivis sur 15 ans. C'est-à-dire ils rentrent aux urgences pour une intoxication éthylique
et on regarde ce qu'ils deviennent. Au bout de 15 ans, il y en a 30% qui sont soit dépendants, soit qui ont un usage nocif d'alcool. Un tiers. Pour la plupart, aujourd'hui, on ne leur parle pas d'alcool. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent aux urgences et près d'un sur 3 repart sans avoir vu de médecin. Voilà, donc ça montre bien que le passage aux urgences, dans la trajectoire, c'est un temps qu'il ne faut pas rater, qui est prédictif d'une dépendance potentiellement ultérieure. Alors après, ça peut être une chance, en fait, pour un patient de finir aux urgences addictologiques. C'est-à-dire qu'en tout cas, s'il y a moyen d'être confronté à son problème d'addiction, à ce moment-là, c'est quand même mieux que de partir comme si de rien. Au moins qu'on lui en parle un peu. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les interventions, ce qu'on appelle les interventions ultra brèves, 4-5 notions sur c'est quoi la consommation à ne pas dépasser, c'est quoi le risque, quels sont les facteurs pronostiques, les facteurs de vulnérabilité. Et encore, moi, je suis plus dans l'idée, c'est pas trop à la limite d'informer. Bon, les gens, des fois, n'ont pas envie d'être informés ou l'ont déjà entendu 100 fois. Oui, mais déjà aussi de tendre la main, de savoir si la personne... est-ce que vous avez l'impression d'avoir un problème avec l'alcool. En effet. Qu'on leur pose cette putain de question à un moment donné. Parce que moi, dans tout mon parcours de soins, je suis arrivée pour dépression. On m'a jamais posé la question de savoir si j'avais un problème avec un quelconque produit. En effet. Donc, j'avais des psychiatres. Quand je leur parlais de ma consommation à Sainte-Anne, ils me disaient oui, mais vous êtes une artiste. Oui. Donc, c'est très, très grave, en fait. C'est très, très grave d'être à ce point peu parce que, oui, ça a longtemps été considéré comme étant pas vraiment une maladie, en tout cas un problème comportemental qui nécessite tabou pour les femmes aussi. Oui, avec effectivement un déni aussi des soignants probablement, parce que ça renvoie à sa propre consommation. Enfin, c'est très compliqué en fait. L'alcool aussi pour les soignons. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes médecin et donc les symptômes, en tout cas somatiques que vous soignez, que vous essayez de traiter, ce sont lesquels? Parce que peu de gens connaissent les déliriums tremens, le syndrome de Korsakoff. On a entendu parler ici par Olivia Leray, qui avait son papa alcoolique et qui était justement atteint de ce syndrome. C'est l'enfer. Alors, en effet, la porte d'entrée dans le service dans lequel je travaille, c'est souvent, alors pas toujours, parce qu'on a aussi... on travaille avec des psychiatres, donc on est une équipe pluridisciplinaire, donc on a aussi une organisation tout à fait classique avec des sevrages programmés, des patients qui ont des maladies psychiatriques associées ou des vulnérabilités psychiques associées. Mais une des portes d'entrée dans le service, ça peut être effectivement une complication médicale. Alors il y a celle que tout le monde connaît, la cirrhose du foie, voilà. Mais en fait, ce qu'on a essayé de développer là, c'est à partir de ce qu'on observait, c'est une filière de prise en charge des atteintes cognitives. Alors, des atteintes cognitives, alors plus spécifiquement liées à l'alcool, parce que cette complication médicale de la consommation d'alcool a longtemps été très négligée. Ça fait, je dirais, une quinzaine d'années qu'on commence à se préoccuper des difficultés cognitives de nos patients. Le premier constat, c'est que c'est excessivement fréquent. C'est-à-dire que chez un patient alcoolodépendant, alors répondant aux critères de l'alcoolodépendance, on parle de patients sévères, on parle de patients qui ont une vraie dépendance physique, on est à plus de 30% d'atteinte cognitive, c'est-à-dire de dysfonctionnement des fonctions cognitives. Alors, les fonctions cognitives, c'est plein de choses. C'est la mémoire, mais c'est aussi, et c'est ça qui est quand même très... qui impose qu'on les recherche, ces complications, c'est aussi ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives ? C'est tout ce qui est de l'ordre de la planification, de la hiérarchisation des tâches, de la gestion des émotions, et donc
quelqu'un qui a une atteinte des fonctions exécutives, il va avoir beaucoup plus de mal à modifier son comportement que quelqu'un qui a des fonctions exécutives intactes. Or, changer son comportement, c'est précisément ce qu'on demande aux patients addicts. Donc, on s'est probablement planté sur un certain nombre de patients en attribuant cette incapacité à modifier son comportement à le fameux déni, le fameux manque de motivation, le manque de volonté. Et en fait, il s'agissait tout simplement, pour certains d'entre eux, une incapacité cognitive, en fait, à élaborer même la mise en place d'un changement, l'initiation d'un changement. Et alors, il y a des situations évidemment extrêmes. Il y a la situation la plus sévère, enfin le tableau le plus sévère étant celui du syndrome de Korsakoff, qui est une atteinte préférentiellement de la mémoire, extrêmement sévère, avec une incapacité notamment à intégrer des nouvelles connaissances, quoi, avec dans la situation la plus grave, ce qu'on appelle l'oubli à mesure, c'est-à-dire que la mémoire courte. Oui, la mémoire récente en tout cas. Parce que Olivia nous racontait que son papa était comme un enfant. L'oubli à mesure, c'est le poisson rouge. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'oubli à mesure, c'est que la personne oublie ce qui se passe au moment où elle le fait, au moment où les choses se déroulent, quoi. Donc c'est assez terrible. C'est assez terrible. C'est pas un enfant, les enfants n'oublient pas. Oui. Alors voilà, c'est plus proche de la démence que de l'immaturité de l'enfant. Oui, c'est probablement une forme de démence. Il peut boire aussi et oublier qu'il a bu. Et il oublie qu'il a bu, oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème avec l'alcool puisqu'il a oublié qu'il avait eu des problèmes avec l'alcool. Et ces gens-là, comment vous les retrouvez, vous, Alors, au service? toujours pareil, en fait, c'est les urgences. C'est cette interface avec les urgences qui nous a fait prendre conscience du problème. C'est-à-dire qu'ils arrivent aux urgences, ces patients-là. Ils ne sont pas demandeurs de soins, évidemment, vous imaginez bien. Ils sont à un stade très évolué de leur maladie. Ils ont parfois derrière eux 20-25 ans de consommation d'alcool. Et donc, ce qui les amène dans le soin, c'est une perte d'autonomie, des troubles de la marche, un syndrome de sevrage sévère, un délirium très mince. Voilà. Donc c'est vraiment des situations d'urgence immédiate. Et là encore, il n'y avait pas de filière identifiée. C'est-à-dire que c'est un peu la patate chaude, quoi. C'est... Où est-ce qu'on va le caser, ce monsieur qui tient pas debout et qui oublie tout ce qu'on lui dit, quoi, et qui manifestement veut pas se soigner. Vous l'aurez repéré tout de suite qu'il s'agit d'un alcoolodépendant. Oui, alors après, le diagnostic de troubles cognitifs sévères liés à l'alcool ou de syndrome de Korsakoff ne peut pas être posé comme ça aux urgences. C'est-à-dire qu'il faut être un peu à distance du produit, il faut être à distance du sevrage. C'est pour ça qu'il faut leur donner du temps. Est-ce que c'est un coup de bol qui tombe chez vous? En fait, c'est ça que je veux dire. Pas, si non, mais je veux dire, si l'alcoolique tombe dans ces services-là alors qu'il aurait pu aller dans n'importe quelle urgence, c'est un coup de bol pour lui. En tout cas, on essaye de faire en sorte que ça se développe partout. On essaye de faire en sorte que ça se développe partout. C'est-à-dire que l'idée que aussi de façon régionale, il y ait un espèce de service référent pour prendre en charge ces patients. Parce que c'est fréquent, en effet, et puis ça... Alors, c'est réversible longtemps, c'est-à-dire que les troubles cognitifs liés à l'alcool sont réversibles longtemps, sauf dans ces situations extrêmement extrêmes que constitue le syndrome de Korsakoff. Et les prises en charge sont nécessairement très longues. Ah oui. Oui, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années même. Donc, en fait, en sachant qu'on n'arrive déjà pas, quand ils sont aux urgences, à trouver juste un lit pour après. Alors que la perspective de soins, ça va être 6 ou 8 mois d'hospitalisation. Wow. Donc, il y en a plein qui finissent dans des EHPAD. Qui repartent des urgences. Il n'y a pas de lieu pour ces gens-là. Les EHPAD, quand on arrive effectivement à les maintenir dans le soin, mais il y en a beaucoup qui repartent
des urgences. C'est quoi l'avenir, en fait, de tout ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir aider? La prise en compte de cette problématique-là, aujourd'hui, elle est récente. Et donc, il y a une sensibilisation à faire aussi. Donc, comment ça va se régler? Il faut qu'il y ait une volonté des autorités sanitaires. Ça m'a fait peur. J'ai cru que vous parliez de la volonté de l'addict. Pas du patient, non. Non, j'ai compris. Non, qu'il y ait une volonté D'un coup, je dis, tiens. qu'il y ait une volonté sanitaire Bien sûr, de prendre en charge. Alors, c'est assez... Mais qu'est-ce qu'ils ont et ça les intéresse pas, en fait? C'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on n'y arrive pas. En fait, c'est parce qu'on est à la frontière d'au moins 3 disciplines, voire 4. C'est-à-dire que les atteintes cognitives, ça pourrait concerner les neurologues, puisque c'est quand même les spécialistes de la mémoire, sauf qu'ils ne veulent pas s'occuper de l'addiction. Enfin, en tout cas, l'addiction est quelque chose qui ça nécessite une compétence que les neurologues n'ont pas nécessairement. Ça pourrait concerner les gériatres, sauf que c'est des patients qui ont 50 ans, 55 ans, donc qui ne relèvent pas de la gériatrie. Ça pourrait relever de la psychiatrie, sauf que, à juste titre, les psychiatres vous diront, mais c'est pas des malades mentaux. C'est des atteintes neurologiques, c'est le cerveau qui est abîmé, qui est lésé. C'est des lésions cérébrales. Donc c'est vrai que ce n'est pas de la psychiatrie, même s'il y a des troubles du comportement qui peuvent nécessiter une prise en charge pharmacologique, psychiatrique. Mais ça ne relève pas de la psychiatrie. Donc, ma conclusion, c'est que c'est aux addictologues de s'y coller. C'est ça. Parce que en fait, je cherche encore le titre de cet épisode. J'ai vraiment envie de l'appeler la patate chaude. Oui. Comment vous l'appelleriez cet épisode, franchement? C'est pas mal, la patate chaude. Et quoi, les alcoolodépendants, c'est quoi? En tout cas, oui. Donc, votre avis, c'est que ce sont les addictologues qui doivent s'y coller. En ce qui concerne ces atteintes cognitives, je pense que les addictologues doivent réfléchir à des circuits courts, des circuits addictologiques courts, c'est-à-dire comment on fait pour choper un patient qui passe aux urgences avec un problème d'addiction, comment on fait pour le capter. Et ça, c'est quelque chose qui doit être discuté au sein de la communauté addictologique. Ouais. Et puis, effectivement, plus spécifiquement sur ces patients qui ont des troubles cognitifs, oui, c'est aux addictologues, je pense, de se saisir de ce problème-là, qui ne sera de toute façon pas pris en charge par d'autres spécialités qui pourraient éventuellement s'en charger, mais qui ont d'autres choses à faire. Il va falloir des rapports, un peu comme le président demande à des commissions sur les écrans ou sur les choses. Il faut des rapports sur les urgences. Je pense qu'il faut surtout que les gens se parlent. C'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive très bien à faire comprendre à d'autres spécialités l'intérêt qu'ils ont à se préoccuper de ce problème-là aussi et de faciliter les relations, les communications interdisciplinaires, interspécialités. Par exemple, un exemple assez frappant, c'est que les consultations mémoire hospitalières qui sont soit gérées par soit installées dans des services de gériatrie ou des services de neurologie, et qui sont plutôt consacrés à la prise en charge des maladies neurodégénératives, maladies d'Alzheimer, etc., reçoivent en fait de plus en plus, à partir du moment où ils s'y intéressent et qu'ils posent la question de l'alcool, d'authentiques troubles cognitifs liés à l'alcool, qui ne sont pas étiquetés comme tels. C'est-à-dire qu'en fait, l'adressage initial, c'est ce patient a des troubles cognitifs. Est-ce que ce ne serait pas par hasard une maladie d'Alzheimer ? Donc on l'envoie, le médecin traitant l'envoie à la consultation mémoire, et puis à la consultation mémoire, on s'aperçoit qu'en fait, non, les troubles cognitifs, ils sont tout simplement liés à l'alcool, et c'est pas rare. Donc les neurologues ont tout intérêt aussi à pouvoir orienter ces patients-là vers des circuits addictologiques. Et à l'inverse, nous-mêmes, on peut se retrouver
à prendre en charge des maladies neurodégénératives, des Korsakoff qui sont en fait des maladies d'Alzheimer et pouvoir bénéficier de l'expertise des neurologues. Donc le travail interdisciplinaire, interspécialité, il est absolument essentiel. On apprend énormément des autres spécialistes. Moi, c'est ce qui me passionne aussi en addictologie, c'est que on va toucher à des domaines qui sont très éloignés les uns des autres, avec des interfaces passionnantes. Donc l'addictologie a un grand avenir. C'est une discipline extrêmement riche, extrêmement transversale, et il y a de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. Je trouve que c'est un joli mot de la fin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'investir aussi dans ce métier-là. Moi, en tout cas, je considère que les addicts sont des personnes assez passionnantes, très complexes, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, très riches. Parce que souvent, moi, j'aime bien parler de spiritualité, mais c'est des êtres en quête de quelque chose qui n'ont pas trouvé les bons outils. Et c'est toujours hyper émouvant à voir quand ils trouvent soudainement le bon outil, comment tout leur monde et toute leur vie s'éclaire soudainement et que c'est possible. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on peut finir sur un message d'espoir? Est-ce que vous voyez des gens s'en sortir mais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On a plein de patients qui vont bien sûr, heureusement. C'est merveilleux. Que vous suivez à long terme. Mais bien sûr, et qui ne reviennent pas dans le service. Parce qu'ils sont passés chez vous? Non, pas parce qu'ils sont passés chez nous, mais parce que c'est pas parce qu'ils sont passés chez nous. Parfois, il faut s'octroyer les bénéfices. En tout cas, on les revoit pour nous dire bonjour. Par exemple, là, on a aujourd'hui même une ancienne patiente qui fait un reportage sonore dans le service, vous voyez, et elle va parfaitement bien depuis 15 ans, et voilà, et sa vie est merveilleuse. Donc bien sûr, il faut avoir de l'espoir. C'est une maladie à laquelle on peut apporter des remèdes. Beaucoup de solutions. Bien évidemment. Alors, c'est vrai que... Justement, par le côté multidisciplinaire parce aussi. On a plein de leviers aussi. C'est ça, on a plein de leviers. C'est-à-dire que le levier de la souffrance psychique, qui est souvent celui qu'on utilise, n'est pas le seul. N'est pas le seul. C'est vrai qu'en soignant des symptômes clairement identifiables, on peut déjà aller beaucoup mieux aussi. Oui. En fait, quelles sont les motivations? Parmi les motivations, il y a aussi se sentir bien dans son corps. Il y a aussi retrouver la sensation de bien-être corporel. Alors moi, j'ai pas développé ici tous ces aspects de vulnérabilité psychique, de psychotraumatisme, de comorbidité psychiatrique, parce que plein d'autres en ont parlé mieux que moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de comorbidité, en tout cas dans ce domaine. Je ne veux pas du tout négliger tout ça, mais ne pas oublier aussi le corporel. Ne pas oublier. On a eu un épisode hier avec un hypnothérapeute, Jean-Marc Benayem, qui essaie de ramener les choses au corps. Oui, c'est important. Et je pense que c'est vrai qu'on a oublié un petit peu dans notre civilisation, on est un peu dans le mental tout le temps, à aller chercher les causes. Et en fait, il suffit parfois d'être aussi dans son corps bien. Chercher les causes, on peut les chercher longtemps. Voilà. Donc il y a un moment où il faut faire. Il faut agir. C'est ce que vous faites en tout cas. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez des ouvrages à nous conseiller, quelque chose sur lequel vous auriez participé, ou est-ce que vous voulez parler de votre association? Moi, je veux bien effectivement signaler le site internet, enfin en tout cas, voilà, ça serait bien, de l'association Résalcog, sur lequel on a pas mal de documentation. Il y a notamment un guide à la destination des aidants, de l'entourage. C'est très important, des patients souffrant de troubles cognitifs sévères liés à l'alcool. Parce qu'effectivement, les familles sont extrêmement démunies. Comme face à l'Alzheimer, en fait, c'est ce genre de choses. En fait, on est face à quelqu'un qui on ne peut plus communiquer. Avec en plus une vraie difficulté à trouver des interlocuteurs. C'est-à-dire que autant la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, on sait à peu près à qui s'adresser. Et donc sur ce site-là, ils peuvent trouver déjà en tout cas, des informations. Il y a de la documentation, il y a effectivement des articles et des programmes des différentes manifestations qu'on organise.
Très bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie, docteur Franck Questel. Avec grand plaisir. Merci d'être venu parler urgence addictologique. Et puis, je ne sais pas, vous allez m'aider à trouver le titre de cet épisode. On va en parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.